Très heureux de vous retrouver. Merci encore de votre fidélité. School TV Le Mac, vous le savez, c'est 30 minutes, une demi-heure sur la scolarité de vos enfants. Aujourd'hui, c'est l'école du monde. Voici sans plus tarder le sommaire de cette émission. Direction, cette fois, le Maroc. Comment marche son système scolaire? Quelle place pour l'éducation là-bas? Mathilde Vessels vous précise tout dans un instant. Elle sort sa loupe, un budget conséquent, mais un système qui a l'air défaillant. La privatisation de l'éducation semble plus que jamais en marche au Maroc, mais la privatisation, jusqu'où, on verra dans un instant. Enfin, quel défi pour le pays? Comment mieux former ses professeurs? Comment empêcher la fuite de ses cerveaux? Et quelles évolutions pour le système? On en parle dans un instant avec mes invités. Bonjour Ali Bendine, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes consultant indépendant en planification et management de l'éducation. Vous avez travaillé, j'allais dire bossé, pendant de nombreuses années au ministère de l'Éducation marocaine. Christian Cursol, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes président de l'association Afoulki France. C'est quoi cette association? Alors, c'est une association qui se préoccupe essentiellement de la scolarisation en milieu rural au Maroc. Et pour ce faire, donc, on a rénové un certain nombre d'écoles dans le milieu rural de la province d'Essaouira, qui est une des plus pauvres du Maroc. Et rénovation, ça veut dire pour nous adduction d'eau et construction de toilettes et sanitaires, qui sont la plupart du temps absentes de ces écoles, en préfabriqué, depuis une trentaine ou quarantaine d'années. Et l'absence de toilettes et de sanitaires étant par ailleurs un des motifs majeurs de la déscolarisation des jeunes filles à l'âge de la puberté. Voilà. C'est un élément important. On en reparle dans un instant, juste après la loupe de Mathilde Vessels. Salut Mathilde, comment ça va? Ça va très bien, et toi? Ça va super. Comment s'organise le système scolaire au Maroc? Alors, pour commencer, chose importante, il y a deux enseignements, arabophones et francophones. Il y a évidemment de grandes inégalités dans le système marocain, car vous avez des familles qui ont les moyens, qui ont de l'argent, et qui envoient leurs enfants dans les écoles privées francophones, et les autres. Mais la bonne nouvelle, à noter tout de même, les taux bruts de scolarisation et d'achèvement du primaire des Marocains n'ont cessé d'augmenter ces dernières années. Par exemple, le taux d'alphabétisation des adultes marocains atteignait 78% en 2020 contre seulement 52% en 2004. Donc, allez, on commence par le commencement, on entre un peu plus dans le détail avec les enfants qui débutent par l'école maternelle. Alors, depuis 1963, l'école donc, est obligatoire pour tous, de 6 à 13 ans. Il n'y a pas d'école maternelle et si les parents veulent si jamais ils veulent mettre leurs enfants à l'école avant les 6 ans, c'est possible avec les écoles privées ou les écoles étrangères, notamment les écoles françaises. Mais là, encore une fois, c'est réservé aux familles plutôt aisées. En ce qui concerne le cycle de l'enseignement primaire, il dure 6 ans. Il accueille les enfants de 6 à 12 ans. Les élèves doivent réussir un certificat d'études primaires pour pouvoir être admis ensuite au collège. Est-ce qu'on observe une différence significative entre les filles et les garçons concernant l'accès à l'éducation? Ça va un peu mieux depuis les années 2000, mais ce problème de l'inégalité entre les genres persiste au niveau du primaire. Surtout, ça dépend des régions, c'est toujours pareil, où on se trouve avec des écoles qui ne sont pas assez bien équipées. Il faut savoir qu'il y a des écoles qui n'ont même pas de toilettes. On va en parler avec notre invité. Pour vous donner quelques chiffres tout de même, le taux d'abandon scolaire au niveau primaire est passé de 26% en 2000 à 11% en 2011. Et par répartition de sexe, le taux d'abandon des filles est à peine plus élevé que celui des garçons. Mais évidemment, ce problème d'abandon scolaire, c'est surtout le milieu rural, au-delà du sexe. Et qu'en est-il de l'enseignement secondaire? Alors, après 9 ans d'éducation de base, c'est-à-dire 6 ans en école primaire et 3 ans au collège, les élèves entrent au lycée, qui comprend un tronc commun d'1 an. Les élèves de première année choisissent entre plusieurs options, un peu comme en France en fait, avec la première et la terminale. Donc, plusieurs options, lettres, sciences, mathématiques, options originelles. Les élèves en deuxième année, première année en vue évidemment de l'obtention du bac, suivent des cours de sciences naturelles, physique, agronomie, études scientifiques, mathématiques, etc. Et à la fin des études du cycle secondaire, donc le lycée, les élèves sont tenus de passer un examen, donc ce qui correspond au baccalauréat comme en France. Et l'enseignement se fait en quelle langue? Alors, depuis l'indépendance, en 1960, l'enseignement se fait en arabe. Cela diffère dans l'enseignement supérieur ou surtout dans les matières scientifiques. On parle le français et ça crée justement de grosses difficultés car souvent la première année d'université, elle est dédiée à l'apprentissage quasiment du français et beaucoup d'élèves sont obligés d'abandonner
leur cursus d'universitaire parce qu'ils ne parlent pas assez bien français. D'ailleurs, c'est pour ça que le gouvernement marocain voudrait étendre l'apprentissage du français au lycée, collège et même pour les enfants qui sont en primaire, notamment pour les matières scientifiques. Merci Mathilde, c'est parti pour l'expression orale. L'expression orale avec Ali Bendine, qui est consultant indépendant en planification et management de l'éducation, et avec Christian Cursol, qui est président de l'association Afoulki France et vice-président de l'association Afoulki Maroc. Christian Cursol, où en est le système scolaire marocain d'après vous aujourd'hui ? Je me reconnais bien dans ce qui vient d'être dit. Enfin, je reconnais le système éducatif que je connais dans la province des Saouira et en milieu rural, à savoir un taux d'analphabétisme, voire d'illettrisme très très élevé, notamment chez les femmes. Et j'ai lu récemment qu'il était toujours de 70 à 80% chez les femmes en milieu rural, ce taux d'analphabétisme. Et puis également l'accessibilité à l'école limitée par les problèmes de transport. La plupart des écoles sont installées au milieu de nulle part. C'est-à-dire qu'il faut faire quelquefois jusqu'à 10 km à pied pour aller à l'école et pour revenir. En plus de ça, il y a un arrangement culturel, je dirais, qui a été fait avec ces milieux de paysans qui consiste à ne scolariser les enfants, les écoliers, qu'une demi-journée par jour. Ils sont en mi-temps finalement, comme les enseignants d'ailleurs, parce qu'ils sont également utiles à la maison, au doigt, pour garder les chèvres ou les moutons selon la région. Ce qui fait que donc il y a un retard scolaire qui est considérable, avec des infrastructures qui sont quelquefois délabrées, pour ne pas dire totalement abandonnées, pas d'eau, pas de sanitaire, etc., comme déjà dit. Donc tout ça, ça participe à une fracture très très profonde entre ce que peut être la scolarisation en milieu rural et la scolarisation en milieu urbain, qui elle, effectivement, fait légèrement progresser, d'après ce que l'on a comme statistiques, notamment de la Banque mondiale, fait légèrement progresser la qualité, je dirais, de la scolarisation, de l'éducation sur un plan général. Ali Bendine, est-ce que la situation vous inquiète ? Est-ce que vous préférez voir le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide ? On peut dire que le système éducatif marocain, sur le plan quantitatif, il a fait des avancées, surtout concernant l'accès. Mais après l'accès, il y a le problème des abandons qui est très important. Mais sur d'autres aspects beaucoup plus importants, sur la qualité et sur l'équité, il y a beaucoup de choses encore à faire. Sur la qualité, le discours politique ne le nie pas. Il dit qu'il y a un problème, un grand déficit de qualité d'enseignement. D'ailleurs, le ministre a dit que les élèves au primaire n'atteignaient même pas le tiers des compétences requises. Les études de Pearce et Teams, etc., le confirment au niveau mondial. L'acquisition des compétences de base, on est en queue du classement mondial. Sur l'équité, il y a encore beaucoup de disparités entre surtout le milieu rural et urbain. Et si on analyse un peu, même si les études sont très rares, au niveau des inégalités sociales, il y a une petite minorité qui atteint des niveaux importants. Il y a même les meilleurs élèves qui atteignent les classes préparatoires et qui arrivent en France pour faire des écoles polytechniques, etc. Il y en a une bonne partie de Marocains, mais de l'autre côté, il y a une majorité qui n'arrive pas au supérieur, mais même ceux qui arrivent, la moitié sortent de l'enseignement supérieur sans avoir aucun diplôme. Donc il y a un problème de performance. Christian Cursol, est-ce que c'est un sujet justement au Maroc et est-ce qu'il y a une véritable volonté politique pour venir à bout de ces défis sur le plan scolaire ? Oui, du moins sur... Il y a un affichage politique qui est clair. Je crois que depuis
20 ans que je suis en partie installé ici, en tout cas que je m'occupe de cette association. Je crois qu'on en est au 3e plan d'urgence. Il y a tellement d'urgence que la plupart des autres plans ne se sont pas passés. Le dernier en date que je puisse connaître est la destruction et la reconstruction de toutes les écoles rurales en préfabriqué qui ont été érigées sous Hassan II pour permettre l'accès à l'école pour tous. Donc installées un petit peu au milieu de nulle part, comme on aime à dire, moyennant des marches à pied un petit peu marathoniennes pour y accéder. Mais ces écoles sont beaucoup trop vieilles maintenant, elles sont donc vétustes, comme je l'ai dit. En plus de ça, elles sont amiantées pour beaucoup, donc il faut à tout prix les détruire. Mais d'après la dernière statistique que j'ai vue, il y en aurait 20 000 à détruire sur tout le Maroc. Donc 4 000 ne sont même pas équipés de toilettes et de sanitaires. Donc la progression est monumentale et je ne sais pas sur combien d'années s'étale ce plan-là, et si tant est qu'il puisse s'appliquer. Et puis l'autre défi, c'est la pauvreté. Comme l'a dit Ali, il y a une fracture sociale assez immense entre les gens qui ont de l'argent et qui peuvent faire pratiquer à leurs enfants des études dites au plus haut niveau, qui se terminent souvent pour des professions telles que les ingénieurs ou Polytechnique ou Sciences Po ou la médecine, etc. Et puis donc le milieu rural, où là la pauvreté est comment dirais-je, symptomatique de l'inégalité d'accès à l'éducation. À titre d'exemple, nous avons fondé, avec l'aide de la Fondation Air France, qui s'occupe beaucoup dans le monde de l'enfance, nous avons travaillé sur un fonds qu'on appelle le fonds Afouki Éducation, qui nous permet de verser des bourses à des jeunes filles qui sont au bout du primaire et qui ne pourraient pas accéder au collège, au lycée, à l'université si elles n'avaient pas une aide quelconque, parce que les parents sont beaucoup trop pauvres. On a commencé en 2013 de manière redoutable avec 10 filles. Il a fallu consulter pour cela une vingtaine de familles ou peut-être une trentaine. La plupart ne voulaient pas. Et aujourd'hui, à la rentrée de 2023, on aura 100 à 110 filles, tout simplement parce que désormais les familles viennent nous voir. Donc, voilà, on peut lutter contre cette, cette pesanteur culturelle qui vise à ne pas faire éduquer les filles, etc. On peut lutter contre, mais c'est un problème de pauvreté essentiel. Ali Bendine, avec 21% de son PIB, on ne peut pas dire que l'investissement n'est pas présent au Maroc, mais est-ce que le Maroc a peut-être un problème d'efficience en termes d'investissement dans son système scolaire, et est-ce qu'elle a créé un système scolaire, au final, qui accroît les inégalités sur le territoire, notamment sur le plan territorial? Oui, on peut dire, ce n'est pas exactement un problème de moyens. Les moyens qu'on a, on les utilise, mais est-ce qu'ils sont utilisés à bon escient? Quand on dépense un dirham dans l'enseignement, il faut choisir, est-ce qu'on va le dépenser sur la qualité, sur la quantité, Alors, bien sûr, on a fait des avancées sur les aspects quantitatifs, sur l'accès, mais quand tout le monde, par exemple, accède au primaire, mais il n'y a que le tiers qui acquiert les compétences, c'est comme si on a donné l'enseignement au tiers de nos enfants. On peut peut-être faire mieux en question de moyens financiers, mais surtout faire mieux on dit en économie d'éducation, l'enseignement est une industrie de main-d'œuvre par excellence. Donc l'effort doit se diriger vers la formation et la situation des enseignants. Parce que les enseignants, la formation fait défaut. Il y a des centres de formation, mais la qualité de la formation n'est pas au niveau. Ensuite, il y a les curricula, les contenus qui sont plutôt orientés vers la mémorisation, plutôt vers des compétences d'analyse, de compréhension, d'esprit critique. Donc il y a des choses qualitatives qu'il faut réformer qui ne nécessitent pas nécessairement beaucoup d'argent.
Mathilde. Est-ce que le Maroc ne souffre pas aussi et surtout d'une fuite de cerveau en fait? Parce que c'est vrai, vous le disiez tout à l'heure, les élèves, enfin, les étudiants qui arrivent ensuite à la faculté, etc., vont notamment en France pour poursuivre leurs études et faire d'autres métiers et ne restent pas au Maroc. Est-ce que ce n'est pas le principal problème du pays? Oui, c'est l'un des problèmes, mais ceux qui quittent, ceux qui vont en France pour poursuivre les études, c'est vrai, il y en a pas, c'est pas des chiffres très importants, mais le plus remarquable, c'est que, par exemple, pour les grandes écoles d'ingénieurs, c'est la crème de la crème des classes préparatoires et des sciences mathématiques. Donc, les meilleurs des meilleurs, ils arrivent à décrocher leur concours général d'accès aux grandes écoles, à Polytechnique et à d'autres. Et donc, on a un déficit des meilleurs sortants, des meilleurs lauréats, et qui ne sont pas très nombreux, je le répète, mais les meilleurs partent dans d'autres pays, notamment en France. Christian Cursol, Christian, est-ce que vous avez le sentiment que la privatisation de l'école est motivée aujourd'hui et soutenue par les autorités? Je ne sais pas si elle est soutenue, je ne suis pas qualifié pour parler de ça, mais par contre, de ce que je vois, elle est très profondément tolérée, puisque beaucoup d'enseignants que je connais, d'enseignants du public, mettent leurs propres enfants dans le privé. C'est déjà quand même quelque chose d'assez particulier. Et par ailleurs, je connais même certains enseignants qui ont du public, donc qui ont créé leur propre école privée. Ali Bendine, le poids du privé. L'avenir de fonction. Un petit problème de connexion. Ali Bendine, oui. le poids du privé, il est incontournable aujourd'hui. Il va prendre de plus en plus de place au Maroc dans les années à venir. Oui, le privé, c'est pas. Je ne peux pas parler de privatisation parce que l'enseignement privé a toujours existé au Maroc. Le problème fondamental, c'est que justement le déficit de qualité dans l'enseignement public qui pousse de plus en plus de gens, surtout des classes moyennes, qui font l'effort d'économiser sur leurs propres besoins fondamentaux pour scolariser leurs enfants dans des écoles qui sont, soi-disant, considérées comme de meilleure qualité. Donc, ce n'est pas une privatisation directement, mais c'est comme si on poussait les gens à aller dans le privé parce que la qualité du public est très mal perçue. Je ne sais pas si on a retrouvé, parce qu'on avait des petits soucis de connexion à Christian. Christian, je vous parlais effectivement de la prééminence du privé. Est-ce que, je vous demandais, est-ce que cette démarche était soutenue d'après vous par les autorités? Est-ce que demain, le privé sera l'essentiel dans le pays? Allez, disons que j'ai écouté Ali, qui a répondu, y compris pour moi, à savoir qu'on ne peut pas parler effectivement de privatisation, mais il y a comme une forme d'incitation quasi naturelle pour aller vers le privé. Et je vous disais que je connais des enseignants qui eux-mêmes mettent leurs enfants à l'école privée alors qu'eux-mêmes enseignent dans le public. Et par ailleurs, d'autres enseignants qui ont construit et qui gèrent leur propre école privée. Tout simplement, ils attirent des gens qui ont les moyens. Donc, tout ça, c'est malheureusement une conséquence dramatique sur la fracture éducative, on va dire, d'une part, et puis par ailleurs, c'est un phénomène naturel qui, de mon point de vue, et je partage votre analyse a priori, c'est de dire qu'on va vers le privé au Maroc. Oui, ça me semble assez clair. Ali Bendine, est-ce que ces inégalités liées à l'éducation se prolongent également sur le marché du travail ? Oui, évidemment, parce que, avec des sortants qui ont déjà des problèmes de qualité de leur diplôme, on se retrouve sur le marché du travail avec une minorité qui ont des diplômes des écoles supérieures à accès limité, qui entrent par concours, des écoles d'ingénieurs, de médecins, de certaines écoles de commerce. Et le reste des lauréats de ce qu'on appelle les établissements supérieurs à accès ouvert,
facultés de lettres, de droit, etc. Et dans la plupart n'arrivent pas à décrocher un emploi. Donc cette inégalité au niveau du système scolaire se prolonge sur le marché de l'emploi, évidemment. Et Christian Cursol, c'est encore plus le cas pour les femmes, du coup? Pardon, je n'ai pas compris. Et ces inégalités, effectivement, liées à l'éducation qui se prolongent sur le marché du travail, elles impactent encore plus les femmes. Non, mais ça est évident. Les femmes, enfin les filles sont déscolarisées prioritairement par rapport aux garçons. C'est une évidence que l'on constate de manière purement statistique. Il y a absolument pas photo, comme on dit, c'est incontournable. Et puis donc sur le marché du travail, en fait c'est une adaptation un petit peu à la société. Traditionnellement, la femme marocaine ne travaille pas. Quand je dis elle ne travaille pas, c'est qu'elle n'a pas de travail salarié. Elle est condamnée d'une certaine manière à rester à la maison, etc. Donc finalement, ça contente un petit peu tout le monde, très malheureusement. Et ne sortent la tête haute que les gens qui sont un petit peu, je ne dirais pas fortunés, mais simplement salariés de manière décente, etc., dont notamment les fonctionnaires et dont notamment d'ailleurs les enseignants. Voilà, qui... Mais vous notez pas une amélioration de la condition des filles, notamment ces dernières années? Vous le voyez pas forcément? Enfin, c'est pas quantifiable? Alors, en milieu rural en tout cas, non, oui. Je ne crois pas. Nous avions reçu il y a 2 ans ou 3 ans une étudiante en stage chez nous, une étudiante des apprentis assistantes sociales, si vous voulez, qui nous a fait une étude sur l'impact de ce que l'on appelle ici la Moudouana, c'est-à-dire la loi sur la famille, qui avait notamment, lors des printemps arabes, rendu plus compliqué la polygamie et le mariage précoce et non choisi. Eh bien, cette jeune fille a pu constater dans l'enquête qu'elle a faite auprès d'associations, auprès de familles, auprès de présidents de municipalités, donc des maires, etc., que statistiquement, eh bien, la question n'avait pas changé. C'est-à-dire il y avait autant de polygamie, il y avait autant de jeunes filles mariées sous la contrainte, en quelque sorte, avant 18 ans, c'est-à-dire vers 14, 15 ans, quelquefois, même un petit peu moins. Non, je ne crois pas. La situation de la femme n'a pas changé en milieu rural, de notre point de vue. Elle n'a changé que dans... Pardon ? Allez-y, continuons. On ne vous a pas interrompu, je vous en prie, continuez. Christian. Non, elle ne peut changer que dans la mesure où des actions sont apportées soit par des associations, soit par des privés aussi quelquefois, donc de manière, comment dirais-je, spontanée, des expatriés, des Européens qui se disent tiens, je vais aider telle famille, telle fille, je vais payer ses études et tout, parce que tout hein, voilà, mais autrement non, rien n'a changé, rien n'a changé. L'info en plus avec Mathilde. Incroyable, mais vrai, pour cette info en plus, tu nous parles de foot. Eh bien oui, c'est pour te faire plaisir. Bah, vraiment, là. Je suis touché. C'est très rare quand je parle de foot, ah ouais, mais là, effectivement. Mais oui, parce que depuis la Coupe du Monde du football au Qatar, évidemment, et l'incroyable performance de l'équipe du Maroc, eh bien, les enfants marocains se sont massivement inscrits au foot en quelques semaines. C'est dingue, en janvier, les clubs de foot ont connu un boom de plus de 50%, ce qui est énorme. Les enfants sont généralement admis à partir de l'âge de 4 ans et exceptionnellement à partir de 3 ans dans certaines structures et jusqu'à l'âge de 16 donc, ou 17 ans, selon les cas. Certaines écoles qui disposent de clubs internes peuvent garder leurs joueurs jusqu'à l'âge de 19 ans, le temps que ces derniers trouvent des clubs professionnels pour poursuivre leur carrière, si jamais ils veulent être joueurs professionnels. Et donc ma question à mes deux invités, est-ce que le football ou plus largement le sport a une place importante chez les jeunes enfants marocains? Christian, pour commencer. Oui, disons, et Saouira, Ali doit être au courant, mais Saouira c'est plutôt une patrie du basket, et de la musique, etc., mais plutôt au niveau sportif du basket. Et ceci dit, le football tient une place royale, on va dire, quand on est au Maroc, dans la mesure où, comment dirais-je, sur la plage des Saouira, il y a toujours des jeunes qui jouent
au football, etc. Mais la Coupe du Monde et l'apogée qualitative amenée par le Maroc dans cette compétition a fait qu'effectivement, il y a un engouement monstrueux dans les villes et dans les écoles. On voit les gamins arriver avec des maillots de l'équipe du Maroc, avec les noms derrière, chose qu'on voyait très peu auparavant. Mais là, maintenant, c'est rentré, je dirais, dans les mœurs. Voilà. Ali Bendine, cette Coupe du Monde, Ali, elle a fait du bien? Oui, au niveau de l'image du Maroc au niveau mondial, des millions de gens, même ceux qui ne connaissaient pas le Maroc, commencent à le connaître. Donc, c'est une bonne chose pour le Maroc, pour son tourisme, pour sa culture aussi. Mais en relation avec l'éducation, on avait expérimenté avant ce qu'on appelait des lycées de sportifs, c'est-à-dire des lycées où on fait l'enseignement général, littéraire ou scientifique, mais où sont recrutés spécialement des élèves qui viennent du collège, qui ont certaines capacités dans certaines disciplines sportives, pour qu'ils puissent en même temps étudier avec un régime d'internat et améliorer leurs compétences sportives. Bon, l'expérience est restée très limitée dans quelques lycées, dans quelques villes. Si on pensait à élargir un peu ça peut donner aussi un coup de pouce au sport en général et au football en particulier. De manière générale, Ali Bendine, quelle est la place de l'extrascolaire dans le système marocain? Au début, c'était surtout des activités bénévoles. Ça dépend du bénévolat des enseignants. L'instituteur ou le professeur, il peut donner quelques séances de théâtre, de culture, etc. Après, on commence maintenant à leur donner un peu plus d'importance, c'est-à-dire que, surtout au lycée et au collège, on charge un enseignant ou une enseignante de s'occuper de ce qu'on appelle les clubs de théâtre, les clubs de droits humains, de citoyenneté, différents types de clubs. Mais je pense que c'est toujours encore très limité parce que quand on n'a pas assez d'enseignants qui ont des horaires libres, souvent on ne trouve pas de personnes pour encadrer ces activités. Christian Cursol, dernière question. Qu'est-ce qui fait tenir les enseignants aujourd'hui au Maroc? Ils sont relativement courageux pour aller enseigner quand on est de langue arabe, qu'on va devoir aller enseigner chez les Berbères qui parlent la mazir ou vice-versa. Donc c'est excessivement compliqué. Ils ne sont pas forcément très, très bien payés, à telle enseigne qu'il y a quelques petites années, le gouvernement avait recruté bon nombre de contractuels qui ont été titularisés récemment, si je ne m'abuse, ce qui a provoqué des remous, des grèves, etc. Non, le milieu enseignant est toujours complètement perturbé par beaucoup de choses, par les cycles scolaires, etc. Donc là, je ne rentrerai pas là-dedans, je ne suis pas légitime pour en parler, sur le côté pédagogique des choses, mais sur leurs conditions de travail, c'est excessivement difficile. Merci infiniment à tous les deux. Merci de nous avoir apporté vos témoignages concernant le système scolaire au Maroc. Ali Bendine, qui est consultant indépendant en planification et management de l'éducation. Et à vous, Christian Cursol, qui est président de l'association Afoulki France et vice-président de l'association Afoulki Maroc. Merci Mathilde. Merci Patrice. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de School TV Le Mag. Merci à vous.